Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce lundi 18 décembre 2017. Le tandem américano-israélien est plus isolé que jamais concernant le statut de la ville sainte de Rhodes. Le monde a stigmatisé d'une seule voix la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville de Rhodes comme capitale d'Israël. Les protestations se poursuivent contre cette décision controversée dans les territoires palestiniens, mais aussi à travers le monde. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a espéré dimanche que la Turquie ouvrirait bientôt une ambassade à Rhodes en tant que capitale de l'État de Palestine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé l'examen d'une résolution rejetant la décision du président américain sur la ville sainte. Et les 28 dirigeants de l'Union européenne ont souligné que la décision de l'Europe sur la ville sainte reste inchangée. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons débattre de ces nouveaux développements concernant la décision controversée et unilatérale du président américain de reconnaître la ville de Rhodes comme capitale d'Israël. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors que les manifestations continuent de se multiplier à travers le monde contre la décision de Trump de reconnaître Rhodes comme capitale d'Israël, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi 16 décembre que la Turquie reconnaissait Rhodes Est comme la capitale de la Palestine, annonçant qu'Ankara y allait ouvrir une ambassade. La semaine dernière, l'Organisation de la coopération islamique OCI a reconnu à l'issue d'une réunion extraordinaire Rhodes Est comme la capitale de la Palestine. M. Erdogan a également exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à annuler la décision de Trump. Si l'ONU n'agit pas sur la question, la Turquie fera tout ce qui est nécessaire juridiquement pour lutter contre la décision américaine, a-t-il promis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé d'examiner un projet de résolution visant à rejeter la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Rhodes comme capitale officielle d'Israël. Le projet de résolution affirme également que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Rhodes n'a pas de force légale, est nulle, non avenue et doit être révoquée. Depuis l'annonce de la décision du président américain de judaïser la ville de Rhodes, aucun jour ne s'est passé sans que la Cisjordanie ou Gaza ne soit le théâtre de violentes protestations contre le régime d'Israël. Une dizaine de Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés sous les balles des forces israéliennes. Le tollé a même dépassé les frontières de la Palestine et du Proche et Moyen-Orient pour envahir les grandes villes d'Europe et des États-Unis. Par ailleurs, les 28 dirigeants de l'Union européenne ont affirmé que la position de l'UE sur le statut de Rhodes restait inchangée après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte en tant que capitale d'Israël. Force est de constater que la décision de Trump de passer outre à la légalité internationale découle en fait de l'impuissance juridique de l'ONU à s'opposer à des jugements qui vont à l'encontre de la paix et de la sécurité dans le monde, paix et sécurité que l'ONU est censée protéger. Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par téléphone depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopolitologue, et par Skype depuis Paris avec Pierre de Brague, analyste politique. Monsieur de Brague, bonjour. Bonjour à vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur de Brague, une dizaine de jours se sont écoulés depuis l'annonce controversée du président américain de reconnaître la ville de Rhodes comme capitale d'Israël. Les manifestations se sont poursuivies et se poursuivent toujours en Palestine, mais aussi à travers le monde contre cette décision
unilatérale. Alors, quel regard rétrospectif portez-vous sur les 10 derniers jours depuis l'annonce controversée de Trump? Écoutez, au risque de choquer d'un point de vue primaire, je dirais que je ne vois pratiquement que du positif à cette annonce, dans le sens où elle ne favorise pas forcément les intérêts sionistes malgré les apparences. Donc je pense que Trump est un spécialiste des effets d'annonce qui relèvent plutôt de la tactique diplomatique. Et si on regarde véritablement les faits de ces derniers jours, on se rend compte que la pression, si pression il y a, la pression se met sur les épaules de Benjamin Netanyahou et de l'État sioniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de troisième intifada de déclencher, il n'y a pas de guerre véritable. Par contre, il y a une pression qui s'articule, le Hamas et le Fatah se réconcilient, la question palestinienne devient plus importante au niveau international, elle revient à la vie d'une certaine manière. Erdogan, effectivement, s'est positionné durement et a ciblé l'État d'Israël et donc se dégage de l'orbite sioniste. Si vous voulez, pour moi, les cartes sont plus claires, le jeu est plus clair, on voit qui fait quoi. On a vu que donc Erdogan se dégage de l'orbite sioniste et on se rend compte que l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman, eux, se rapprochent d'Israël. Donc je disais oui, Erdogan se dégage de l'orbite sioniste. Et on se rend compte que la seule stratégie israélienne valable maintenant est pour eux, enfin valable de leur point de vue, est pour eux de cibler l'Iran. Malgré cela, je pense que c'est une stratégie d'échec, car ni Israël ni l'Arabie Saoudite n'a les moyens d'attaquer l'Iran. Donc finalement, je trouve que c'est assez bien joué de la part de Trump. Merci, Monsieur Debray. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va rejoindre par téléphone Luc Michel, géopolitologue qui est depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs, à mon collègue. Merci d'être en ligne avec nous, Monsieur Michel. Monsieur Michel, est-ce que Trump a été conscient des retombées de sa décision unilatérale ou bien alors il a misé et mise toujours sur un apaisement de la situation? Non, je pense simplement que la donnée est tout autre. Trump, c'est le président le plus sioniste de l'histoire américaine. Il a en grande partie eu son succès électoral grâce au soutien de l'AIPAC. Et il y a un alignement complet de l'administration Trump sur les théories de l'AIPAC et du Likoud. Il y a un axe idéologique qui n'existait pas auparavant. Il y a toujours eu un axe géopolitique depuis la guerre des 6 jours qui était l'axe Washington-Tel Aviv, mais il se doute maintenant d'un axe idéologique. Trump, visiblement, se moque des réactions qui peuvent exister dans le monde. Et du côté de Tel Aviv a besoin de la tension pour que le Likoud, précisément, reste au pouvoir. C'est du pain béni pour Netanyahou. Tout simplement parce qu'il est engoncé dans des scandales de corruption. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens israéliens dans la rue contre lui. Et la tension que fait monter cette affaire profite. Il a aussi, il peut se présenter comme celui qui a obtenu de l'allié américain ce qui est le but de 70 ans de sionisme, c'est-à-dire l'accaparement comme capitale de Jérusalem. Donc, moi, je ne pense pas que tout ça est une mauvaise affaire pour les Israéliens et les autres, dans la mesure où ce sont des gens qui cherchent la confrontation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, je vais vous dire, Erdogan. Erdogan a une politique purement opportuniste. Il peut, la même semaine, avoir une conversation avec Trump, se dire en accord avec lui, dénoncer l'administration, la même chose. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de la Russie. Parce que depuis la disparition de l'Union soviétique, il y avait une impossibilité pour les États arabes de la ligne de front d'avoir une parité stratégique avec les Israéliens. Ce qui faisait l'arrogance israélienne dans la région, c'est qu'ils étaient alliés à la seule superpuissance qui restait, les États-Unis. Il y a maintenant au Proche-Orient une puissance russe qui s'impose. La presse russe parle même de Poutine comme du nouveau tsar de l'Orient, et je pense qu'elle a raison. Et donc maintenant la rupture après une période de neutralité bienveillante entre Moscou et Tel Aviv, c'est ça l'événement capital pour moi. Parce que maintenant Tel Aviv a un adversaire et l'Iran, l'axe de la résistance, la Syrie,
ont un partenaire qui est capable de leur assurer notamment une protection contre les raids aériens israéliens, qui est capable de les appuyer par ses industries d'armement, qui a une armée et une diplomatie puissante. C'est ça l'événement capital. Et je pense que là, Trump n'a pas du tout mesuré la façon dont les Russes allaient s'imposer là-dedans. Il se passe un peu d'ailleurs la même chose en Libye ou au Soudan. On voit Poutine bousculer toutes les lignes géopolitiques près d'anciens adversaires, des adversaires de la Russie, en utilisant les erreurs de l'administration Trump. Mais Trump, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience diplomatique. C'est une alliance de businessmen, des gens comme Trump ou Tillerson, alliés à des militaires radicaux qui ne sont pas connus pour leur grande intelligence géopolitique. Je crois que toute la clé est là-dedans. Maintenant, au milieu de tout ça, évidemment, pour l'instant, les Israéliens se frottent les mains, mais je pense qu'ils ne mesurent pas non plus la détermination de Moscou. Merci infiniment, Monsieur Michel. Restez avec nous. Monsieur De Brague, alors, pour de nombreux analystes, la décision de Trump sur Rhodes, c'est celle d'Israël. Si on remonte en arrière, pendant sa campagne électorale, Trump avait promis de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Rhodes, mais il avait également alors affirmé sa décision de contribuer au règlement du conflit israélo-palestinien. Alors, est-ce que cette décision sur Rhodes ne risque pas de réduire à néant tout effort pour le règlement de la crise israélo-palestinienne d'une part, et d'autre part, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Michel que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de confrontation en faveur du régime israélien? Écoutez, malgré tout le respect que je dois à mon contradicteur et interlocuteur, non, je ne partage pas du tout sa vision. Je pense que c'est une vision surannée. Je pense qu'aux États-Unis, il y a deux administrations. Il y a l'administration Trump et l'administration précédente qui est détenue plus ou moins par le Pentagone, qui est dans la logique de l'administration Obama et de l'administration Bush, qui est ce qu'on appelle la ligne atlanto-sioniste. Mais je pense que Trump lutte contre la ligne atlanto-sioniste, il n'en fait pas partie, et sa récente prise de position, d'ailleurs qui n'a rien d'exceptionnel par rapport à Jérusalem, puisqu'il n'a fait que mettre fin à l'hypocrisie de la solution à deux États, qui dure depuis des années, et son annonce, il l'avait annoncé justement avant son élection. Donc c'était une promesse de campagne, de la même manière que Bush et Obama avaient exactement eu la même rhétorique. Maintenant, ce que je constate, c'est que malgré cette véhémence dans le discours, soi-disant d'un premier point de vue de la part de Trump, dans les faits, il ne fait qu'embêter la stratégie de l'État sioniste, car il a mis fin au terrorisme islamiste et à Daesh, enfin pas tout seul, mais si vous voulez en participant dans une coalition subtile avec Vladimir Poutine. Il est en train de mettre fin à l'État islamique. Il n'a pas participé à la supercherie du Kurdistan. Et Israël est dans une situation, à mon sens, de plus en plus compliquée. Elle se retrouve de plus en plus isolée. Elle est cernée sur le front syrien, sur le front irakien, sur le front gazaoui, sur le front libanais. Et Israël a très très peur de ses frontières, voilà, de ce qui pourrait se passer à ses frontières. Et je pense que Trump y est pour quelque chose. Merci. Monsieur Michel, alors le président américain Donald Trump est entouré des personnalités juives qui entretiennent des liens étroits, bien sûr, avec le gouvernement israélien. Est-ce que cette décision sur Rhodes aura des effets inverses sur la situation d'Israël dans la région? Non, je suis tout à fait en opposition. Je pense qu'on est en opposition réciproque. Il y a chez mon contradicteur une certaine sympathie pour Trump que moi je ne partage pas. Trump, c'est le sommet de l'impérialisme américain. Dire que son régime n'est pas sioniste, il n'est entouré que de dirigeants de l'AIPAC. Le vice-président Pence, qui sera le président s'il y a un impeachment contre Trump, il avoue, il se vante lui-même d'avoir 30 ans de collaboration avec l'AIPAC. Kushner, le gendre de Trump lui-même, c'est un des dirigeants de l'aile radicale de l'AIPAC. Il n'y a que ça. L'un des hommes qui agit dans la diplomatie parallèle américaine, c'est le président du Congrès juif mondial, qui est un ancien associé dans le business avec Trump. Donc aller dire que Trump n'est pas sioniste, c'est exactement l'inverse.
Maintenant, parler d'un Israël isolé, oui, par rapport à l'axe de la résistance et aux facteurs russes, mais ce que cherchaient les Israéliens, c'est à briser le front arabe, et ils l'ont obtenu, puisqu'il y a ouvertement maintenant un axe Washington-Tel Aviv-Riyad. Il faut quand même mesurer ça. Tous ces gens, pourquoi Trump a-t-il été choisi précisément par le lobby sioniste? C'est parce que eux refusaient les accords de Genève avec l'Iran, et parce qu'ils veulent la confrontation, et même la guerre dont ils espèrent avoir une réussite. Il n'y a que ça. Les généraux qui dirigent actuellement les États-Unis, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, l'homme fort de l'administration, c'est Mattis, ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent mener ce qu'ils ont raté en Irak, c'est-à-dire une contre-insurrection à l'échelle mondiale. À partir de ce moment-là, dire que Israël régresse ou des choses pareilles, ça ne joue pas. Il y a pour le moment un tas de gens que j'appelle des pleureuses vertueuses, des gens comme Erdogan. La position d'Erdogan, elle est purement opportuniste. Ce qu'ils veulent, c'est redorer son blason vis-à-vis de la rue arabe. La position des Européens, ils ont peut-être refusé le transfert à Jérusalem, mais vous n'avez pas vu les sourires avec lesquels des gens comme Mogherini et d'autres ont accueilli Netanyahou. En quoi est-ce que l'Union européenne va transformer ça en acte? En rien du tout. Il y a un geste fort, c'est, à mon sens, la liquidation de la cause palestinienne, malheureusement. Abbas, au milieu de tout ça, est inerte. Et donc, il y a maintenant même des plans tout à fait d'avalement de la Cisjordanie qui laisserait une petite Palestine résiduelle avant tout ce temps dans la bande de Gaza. C'est notamment ce que Ben Salman a essayé de vendre à Abbas. À partir de ce moment-là, je ne peux pas partager ce que j'appelle un discours optimiste, anti-sioniste, mais qui ne correspond pas à la réalité. Le sionisme, c'est malheureusement une puissance. Vous avez des gens comme Macron qui disent être opposés à la décision de Trump, mais qui sont arc-boutés sur les lobbies sionistes en France. C'est ça la réalité. Il ne faut pas s'illusionner. Il y a des gens qui ont un plan pour faire la guerre, et je crois qu'on y court tout à fait. Maintenant, tout ce qui est, une fois de plus, dans la politique internationale actuelle, c'est la Russie qui porte la liberté du monde et qui offre une alternative. Mais n'oubliez quand même pas que la Russie de Poutine, ce n'est plus l'Union soviétique, c'est son fantôme. C'est à l'Union soviétique qui s'est évaporée en grande partie, qui est une puissance régionale mais qui n'est plus une superpuissance mondiale. Il faut voir d'ailleurs la gifle que dans un autre domaine, les milieux américains et atlantistes viennent d'infliger dans le domaine du soft power à la Russie, en l'interdisant de Jeux olympiques d'hiver, au même moment où est la campagne de réélection de Poutine. Donc moi je ne suis pas pour un optimisme béat, et je n'attends rien de la soi-disant communauté internationale, parce qu'elle finira en dernier lieu alignée sur Washington. Merci. Justement sur cette réaction de la communauté internationale, la réaction de l'ONU et de l'Union européenne. Monsieur De Brague, le Conseil de sécurité a entamé l'examen d'un projet de résolution présenté par l'Égypte pour obtenir l'annulation de la décision de Trump. L'Union européenne a souligné que sa position restait inchangée, mais la question qui s'oppose, ces réactions, qu'est-ce qu'elles pourront changer à la réalité des faits, à l'annonce de Trump sur Rhodes? Elles ne pourront rien changer forcément. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, et vous allez, si vous voulez, on connectera avec le sujet actuel. C'est-à-dire que dire que Trump est dirigé par les PAC, c'est un petit peu, réducteur, car tous les présidents américains sont obligés de composer avec les PAC, tellement ce lobby est puissant. On n'accède pas à la présidence si on ne deal pas un minimum avec ce groupe d'influence. Ça ne veut pas dire qu'on est pieds et poings liés. Surtout, je voudrais revenir aussi sur le fait que la Palestine est censée passer à la trappe par cette annonce de Trump. Je pense que la Palestine est plus valorisée que jamais. Elle était passée à la trappe ces dernières années. Le combat palestinien revient en force par cette annonce. Voilà, c'est un effet, une conséquence. Pour Erdogan, effectivement, son positionnement est opportuniste, mais Erdogan a bien compris, si vous voulez, les choses bougent très très vite en fait. Et Erdogan a bien compris
que le rapport de force avait évolué, il s'est dégagé de l'orbite atlanto-sioniste, même de l'influence de l'Union européenne. Il ne veut plus jouer ce jeu-là. Il a compris qu'il allait être le dindon de la farce. Et de plus en plus, il a pris acte de la décomposition du Proche-Orient, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 4 grands États dans la région, à savoir la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël. Et il a bien compris qu'il avait une carte géopolitique à jouer et il la joue à fond. Voilà, et il ne s'aligne plus sur l'axe Tel Aviv-Riyad, voilà, qui se retrouve, à mon sens, bien seul. Et je pense que le prochain dindon de la farce, c'est Mohamed Ben Salman, à moins que lui aussi prenne conscience de sa situation de tapin et d'idiot utile. Donc voilà, affaire à suivre. Sur Mahmoud Abbas, effectivement, il est un peu inexistant, mais il a repoussé la proposition de Mohamed Ben Salman, d'ailleurs, ces derniers temps. Donc une proposition qui est tombée à l'eau. Et puis, je voulais revenir sur le contexte global, en fait. On ne peut plus parler simplement de sionistes durs, c'est-à-dire qu'en fait, la ligne atlanto-sioniste dure est en train de péricliter, voilà, notamment suite à la défaite de l'État islamique qui était les mercenaires de ce qu'on appelle l'Empire, et à la place est venue s'immiscer la ligne que j'appelle euro-mondialiste, qui est représentée par Emmanuel Macron. Et si vous voulez, en fait, on a 3 grandes lignes directrices dans la supra-géopolitique actuelle. On a les atlanto-sionistes en déliquescence, les euromondialistes qui tentent de sauver la face et de prendre la succession. Donc c'est la ligne Jacques Attali, hein, si vous voulez résumer, sur laquelle s'insère et surfe Emmanuel Macron, Justin Trudeau et d'autres. Et on a la ligne qu'on va dire nationaliste, qui est l'axe, à mon sens, Trump, Poutine, certainement Erdogan et d'autres. Voilà, et effectivement, par exemple, quand Trump rencontre Poutine, on voit très très bien, ça se remarque dans une poignée de main, qu'ils sont en accord sur des sujets clés. Donc effectivement, je suis assez optimiste sur cette question. Sur la question de l'ONU et de l'Union européenne, ça ne bougera pas, car ils ont plutôt intérêt à ce que la situation se stabilise. Merci. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, est-ce que ces nouveaux développements, la réaction des dirigeants des pays musulmans, les condamnations verbales et surtout les manifestations à travers le monde pourront contribuer à une prise de conscience plus forte de la situation en Palestine occupée, dans le sens, bien sûr, de la réhabilitation des droits du peuple palestinien? Écoutez, moi je ne partage pas cette vision optimiste. Le combat palestinien, ça a été le premier combat de ma vie. J'étais très jeune, j'avais 14 ans. J'étais dans l'orbite du FPLP, qui était très puissant en Europe à l'époque. J'ai vu s'effondrer toute cette partie du combat. La cause palestinienne n'est plus une cause populaire dans les milieux anti-impérialistes, malheureusement. Il suffit de voir l'intérêt. Il y a des poussées qui sont dues à l'émotion, comme la décision de Trump, mais ça ne se traduit plus par un grand mouvement. Il y avait, il y a 30 ans, un front arabe solide qui n'existe plus. L'axe de la résistance, c'est une réalité, mais le printemps arabe a fait disparaître tout ce qui restait de cette grande vague, du véritable printemps arabe, qui était celui de Nasser en 1958 et du Bas syrien. À partir de là, je ne partage pas ça, et je ne partage pas non plus la division du monde telle que mon contradicteur la représente. Trump n'est pas du tout l'allié de Poutine, c'est l'exacerbation. On n'a jamais plongé autant dans la guerre froide 2.0 que depuis que Trump est là. C'est la confrontation dans tous les domaines entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, il y a la position de Macron. Un de vos experts, d'ailleurs, dénonçait Macron comme le représentant de Trump en Europe. Il faut savoir que M. Macron, il a un double discours. Suivant le public auquel il s'exprime, en Europe, il a un discours pour une Europe avec des accents gauliens. Mais lorsqu'il s'exprime dans la presse américaine, il explique qu'il est un partisan du monde atlantique. En Afrique, il est le principal allié de Trump, désigné par le général Mattis comme le nouveau shérif de l'Afrique. Il ne faut pas s'illusionner. La division du monde qui verrait des nationalistes avec Erdogan, avec Macron, avec Trump, c'est ce que j'appelle la géopolitique de l'émotion. Merci, M. Michel. De la géopolitique. C'est pas la réalité du monde.
Luc Michel, géopolitologue depuis Bruxelles, Pierre Debrague, analyste politique depuis Paris. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette édition du débat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.